Je recommande d'écouter l'histoire au casque pour une immersion totale. Bonne écoute. 4. április 1945. Gotha, Allemagne. L'Obersturmbannführer Klaus-Heinrich Voss était assis sur une chaise en bois dans une pièce qui, 3 jours plus tôt, avait été un bureau administratif allemand et qui était désormais un point d'interrogatoire avancé de la 3e armée américaine. Son uniforme était impeccable, sa posture irréprochable, et il n'avait pas prononcé un mot depuis 4 heures. Les officiers du renseignement américain qui se relayaient dans la pièce, des hommes méthodiques, munis de bloc-notes et à la voix posée, lui avaient posé la même question sous des formulations de plus en plus variées. Et Voss avait répondu à chacune d'elles par le même silence. La question était précise. Où avaient été enterrés les corps ? 41 prisonniers de guerre américains, répertoriés dans les archives administratives allemandes récupérées à l'installation d'Ordruf, étaient entrés dans le système de traitement du Stalag en janvier 1999 et n'avaient été consignés ni comme transférés, ni comme rapatriés, ni comme décédés, par quelque voie officielle que ce soit. Ils avaient simplement cessé d'exister sur le papier. Voss savait où le papier s'arrêtait et où la terre commençait. Il ne dirait rien. Il était officier SS. Il avait été entraîné à résister aux interrogatoires. Il avait tenu pendant 4 heures. Ce qu'on ne lui avait pas dit, ce que personne dans cette pièce ne lui avait encore dit, c'est que le général George S. Patton se trouvait dans le bâtiment. Et Patton en avait assez d'attendre. À la 2e semaine d'avril 1945, l'appareil de renseignement de la 3e armée avait dressé un tableau de l'administration allemande des prisonniers de guerre dans la région de Thuringe. Un tableau à la fois plus complet et plus troublant que tout ce qu'avaient envisagé les planificateurs alliés 6 mois auparavant. Les grandes lignes étaient connues depuis la libération d'Ordruf, le 4 április, premier camp de concentration nazi rencontré par les forces américaines sur le sol allemand. Ce qui se révéla dans les jours suivant Ordruf n'était pas simplement l'horreur d'une installation isolée, mais l'architecture d'un système. Un réseau de camps, de sous-camps, de points de transit et de ce que les archives administratives allemandes désignaient pudiquement sous le nom de site de Sonderbehandlung, terme allemand composé signifiant traitement spécial, qui, dans le langage bureaucratique des SS, signifiait exécution. La section G-Kette de la 3e armée, opérant sous les ordres du général de brigade Oskar V. Koch, l'officier du renseignement dont les évaluations s'étaient révélées les plus constamment exactes tout au long de la campagne européenne, avait commencé à croiser les registres de transfert de prisonniers avec les témoignages des survivants des camps libérés. Les écarts n'étaient pas négligeables. Dans 7 installations situées dans la zone opérationnelle de la 3e armée, les documents indiquaient qu'environ 29 prisonniers américains et alliés étaient entrés en détention allemande entre décembre 1945 et mars 1946 et ne pouvaient être retrouvés dans aucun registre administratif subsistant. Ils n'avaient pas été rapatriés, ils n'étaient pas décédés lors d'événements médicaux consignés, ils n'avaient pas été transférés dans des installations identifiables. Ils étaient entrés dans le système allemand et avaient disparu. Koch présenta ces écarts à Patton le 9 avril 1945. La réponse de Patton, consignée dans le journal de Koch à cette date, tint en 3 mots. Find them all. Retrouvez-les tous. L'obstacle n'était pas d'ordre enquêteur. Les équipes de contre-espionnage de la 3e armée, appuyées par du personnel de la division des enquêtes criminelles de l'armée, connaissaient la méthode nécessaire pour localiser les sépultures non documentées. Les perturbations du sol, les irrégularités de drainage, les anomalies végétales, les traces physiques d'une inhumation massive laissent des marques dans le paysage qu'un observateur entraîné peut identifier avec une précision raisonnable. L'obstacle était temporel. La guerre se poursuivait. Les forces allemandes en Thuringe n'avaient pas encore capitulé, et bien qu'elles battissent en retraite, elles le faisaient avec suffisamment d'organisation résiduelle pour déplacer, réenterrer et détruire les preuves physiques de ce qui s'était passé. Chaque heure de délai était une heure durant laquelle le terrain pouvait être altéré. Chaque jour sans témoin coopératif était un jour de plus où les preuves se refroidissaient au sens le plus littéral du terme. Les témoins existaient. Au 4 avril 1945, la 3e armée avait pris en garde à vue 100 individus identifiés,
par des prisonniers libérés et des documents allemands récupérés, comme ayant exercé des fonctions administratives ou opérationnelles dans des installations où des prisonniers américains avaient été détenus. La plupart de ces individus coopérèrent avec des degrés variables d'exhaustivité. Plusieurs fournirent des témoignages immédiatement exploitables: emplacement de tombes, noms de personnels impliqués dans des exécutions, dates d'incidents précis. La documentation produite à l'issue de ces entretiens était déjà en cours de transmission au Bureau des crimes de guerre du SHAEF. L'Obersturmbannführer Voss ne coopérait pas. Voss était différent des personnels administratifs qui avaient parlé. Il n'était pas un administrateur de camp. Il appartenait au SS opérationnel, la catégorie de personnel responsable de ce que les registres administratifs décrivaient et que le langage administratif dissimulait. Il connaissait non pas un seul emplacement, mais plusieurs, et il avait décidé, avec la certitude disciplinée d'un homme qui avait commis des actes qu'il savait irréversibles, que le silence était sa seule stratégie viable restante. 4 heures de silence n'avaient pas été brisées. Les officiers du renseignement américain dans cette pièce étaient des professionnels, mais ils n'étaient pas Patton. Ce qui se passa lorsque Patton entra dans cette salle d'interrogatoire a été reconstitué à partir de 3 sources indépendantes. Le témoignage du capitaine James L. Faris, officier du renseignement présent lors de l'interrogatoire, une lettre écrite par Patton lui-même, le Tisanadiadika Aprilish Ezerkilantzaz Vanot, à sa femme Béatrice, et le récit d'après-guerre de l'interprète germanophone de la 3e armée, le sergent David Eichenbaum, dont les mémoires, publiés en Ezerkilantzaz Hedvenjolz, décrivent les événements avec une précision qui s'accorde exactement avec les 2 autres sources. Patton ne s'assit pas. Il resta debout. Il regarda Voss pendant environ 30 secondes sans prononcer un mot. Ce détail figure dans les 3 témoignages. 30 secondes ne représentent pas grand-chose dans la plupart des interactions humaines. Dans une salle d'interrogatoire avec un général 3 étoiles debout à 1,20 m de vous, c'est une éternité. Voss, selon Eichenbaum, maintint le contact visuel pendant les 10 premières secondes. Puis il regarda le mur. Patton prit la parole. Ce qu'il dit n'était pas, au regard des doctrines d'interrogatoire, une menace. C'était un constat, énoncé sur un registre que plusieurs témoins décrirent comme parfaitement plat, ni fort, ni théâtral, dépouillé de toute qualité susceptible de le qualifier comme démonstration émotionnelle. Le fond du message, rendu ici d'après le récit d'Eichenbaum et recoupé avec le témoignage de Faris, était le suivant. Voss allait fournir les emplacements de chaque site d'inhumation dont il avait connaissance, les noms de chaque membre du personnel SS impliqué dans l'exécution de prisonniers alliés, et les dates auxquelles ces exécutions avaient eu lieu. Il allait le faire dans les 30 minutes suivantes. Au bout de 30 minutes, la conversation prendrait fin. Si l'information n'avait pas été communiquée, Voss serait remis en garde à vue soviétique. Le premier front ukrainien de l'armée rouge opérait à 65 km à l'est. Le transport pouvait être organisé. Voilà l'intuition à contre-courant au cœur de cet épisode. Le levier de Patton n'était pas la puissance américaine, c'était ce que Voss craignait davantage que la puissance américaine. Tout officier SS capturé au printemps Kalantzandmandat comprenait, avec une clarté absolue, la différence entre la détention américaine et la détention soviétique. Les Américains avaient des procédures, les Américains avaient des obligations au titre de la Convention de Genève qui, si imparfaitement respectées fussent-elles, créaient un cadre de responsabilité institutionnelle. Les Soviétiques, eux, avaient Stalingrad. Les Soviétiques avaient 4 ans de comportement allemand sur le front de l'Est à solder, et la réponse qu'ils apportaient au personnel SS tombé entre leurs mains n'était pas dispensée selon les doctrines d'interrogatoire. Voss avait tué des Américains. Les Américains voulaient des informations. Les Soviétiques voudraient quelque chose d'entièrement différent. Patton n'avait pas inventé ce calcul. Il avait simplement consenti à l'énoncer à voix haute, d'une voix posée, sans artifice, et à lui associer un délai de 30 minutes. Voss parla pendant 2 heures et 14 minutes. Il donna les emplacements de 7 sites d'inhumation. Il fournit les noms de 31 membres du personnel SS.
Il décrivit les procédures opérationnelles employées lors de l'exécution des prisonniers, avec un niveau de détail que le rapport du capitaine Faris qualifie de remarquablement précis et systématique. La transcription de l'interrogatoire, traduite et mise en forme par le sergent Eichenbaum, faisait 34 pages. Elle fut transmise au G2 de la 3e armée le jour même. Le major Abraham Sprague, chef de section aux enquêtes criminelles, fut dépêché avec une équipe de terrain sur le premier site le lendemain matin. Tisadik April Exarchilanzas Nedvanot. Ce que les opérations de récupération trouvèrent confirma ce que Voss avait décrit. La question qui se pose invariablement à ce stade est la suivante. Pourquoi Voss parla-t-il ? Il avait tenu pendant 4 heures, il était entraîné, il avait un intérêt direct à ne pas coopérer. Sa coopération fournissait des preuves qui pourraient être utilisées lors de poursuites judiciaires dont il serait lui-même la cible. La logique de sa situation, jusqu'à l'arrivée de Patton, plaidait entièrement pour le silence. La réponse réside dans 2 facteurs qui s'imbriquent et qui méritent chacun d'être explicités. Le premier facteur est la crédibilité de la menace. Patton n'était pas un homme dont la parole était théâtrale. Son comportement tout au long de la campagne d'Europe avait établi un modèle cohérent. Il disait ce qu'il entendait faire et faisait ce qu'il disait. Les officiers du renseignement en rotation dans la salle pouvaient, en théorie, formuler la même menace. Mais Voss n'avait aucune raison de croire qu'il la mettrait à exécution. Non pas parce qu'ils étaient moins déterminés, mais parce qu'ils n'avaient pas l'autorité pour ordonner un transfert vers la garde soviétique. Patton l'avait. Et quiconque connaissait Patton savait que si Patton avait dit qu'il ferait quelque chose dans 30 minutes, la question n'était pas de savoir s'il le ferait, mais si Voss serait dans ce camion. Le second facteur est plus simple, la peur du droit. Ce détail contre-intuitif mérite d'être saisi. Voss ne craignait pas les Américains parce qu'ils lui feraient du mal. Il craignait les Soviétiques parce que les Soviétiques lui feraient du mal, sans les procédures qui pourraient, en théorie, conduire à quelque chose d'autre que la mort. La peur qui le paralysa lorsque Patton évoqua la garde soviétique était, dans un sens pervers, la peur de perdre l'accès à un cadre institutionnel susceptible de le protéger. Les Américains offraient la possibilité d'un procès. Les Soviétiques offraient quelque chose que les SS de Ezerkilanzas Nedvalöt comprenaient comme le déni de cette possibilité. Ce mécanisme, la valeur instrumentale de la crainte d'un système, apparaît ailleurs. C'est pourquoi les négociateurs qui ont compris la situation de leur interlocuteur parviennent si souvent à des accords qu'aucun avantage de force évident ne semblerait justifier. Ce n'est pas la force que redoute l'interlocuteur, c'est la perte d'un résultat spécifique qu'il valorise et que la force, appliquée correctement, peut rendre impossible. Patton avait compris cela d'une manière que ses officiers du renseignement, qui étaient par formation plus susceptibles de penser en termes de pression accrue et d'approche alternative, n'avaient pas encore saisi. Pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il était peut-être plus direct dans sa façon d'appliquer aux situations humaines le même principe qu'il appliquait aux opérations de tête de pont et à l'entretien des chars. Le levier n'existe que lorsqu'il est crédible. Et la crédibilité requiert un interlocuteur qui dit exactement ce qu'il veut dire et ne dit rien qu'il ne veuille pas dire. Les opérations de récupération sur les 5 sites d'inhumation confirmés entre le 10 et le 14 avril 1945 produisirent des preuves que les archives d'après-opération de la 3e armée décrivent avec une précision qui est elle-même une forme de témoignage. Sur le site désigné Emplacement 3 dans le rapport de Sprague, une zone boisée à environ 94 km au nord-est de Krawinkel, dans la forêt de Thuringe, les équipes de récupération travaillant le matin du Tisadiedik Aprilis découvrirent un site couvrant environ 16,9 mètres carrés de terre remuée. La profondeur d'inhumation était en moyenne de 0,9 km. Les restes de 14 individus furent récupérés. Les 14 présentaient des traces d'exécution par balle dans la partie postérieure du crâne. La même méthode documentée à Katyn et Babillard sur chaque site d'exécution SS qui avait, à ce stade, été examiné par le personnel médico-légal allié. Les 14 portaient des restes d'uniforme de l'armée américaine. Leurs plaques d'identification étaient manquantes. Leurs effets personnels étaient manquants. Le retrait des pièces d'identité n'était pas accidentel. C'était l'acte délibéré de personnes qui savaient qu'elles faisaient quelque chose qu'elles pourraient un jour avoir besoin de nier.
Patton se rendit sur l'emplacement 3 le 10 april Edvar Kilansaz Nedvenut, le même jour qu'il visita Ordruf avec Eisenhower et Bradley. Il avait organisé son emploi du temps pour inclure les deux. Cette séquence était délibérée. À Ordruf, il avait besoin qu'Eisenhower et Bradley voient les conditions du camp, les preuves vivantes. Sur l'emplacement 3, il se rendit seul, accompagné de son seul aide de camp, le colonel Codman. Il se tint en lisière du site de récupération pendant une durée que Codman estima entre 8 et 12 minutes. Il ne parla pas durant ce temps. Lorsqu'il prit la parole, Codman consigna ces mots dans une lettre à sa femme datée du 14 avril. Patton dit « Personne ne va me dire que c'était une nécessité militaire. Personne ne va me dire quoi que ce soit là-dessus. » La perspective allemande sur cet épisode précis est documentée dans une source qui ne devint accessible aux historiens occidentaux que dans les années 1990, à la suite de la déclassification des archives de renseignement soviétiques d'après-guerre. Voss avait, avant sa capture, rédigé un rapport de situation interne des SS, le 6. Aprilis 1990, jours avant son interrogatoire, dans lequel il évaluait la probabilité que les Américains découvrent les activités d'exécution des SS dans la région de Thuringe. Ce rapport, un fragment récupéré d'une archive administrative SS partiellement détruite près d'Erfurt, est remarquable par sa précision clinique. Voss évaluait la probabilité de découverte comme élevée à certaines, compte tenu du rythme d'avance américaine et de l'insuffisance des mesures allemandes de déni et de dissimulation. Il recommandait, dans le paragraphe final du rapport, une destruction accélérée des preuves documentaires et la dispersion immédiate du personnel responsable pour éviter toute capture groupée. La recommandation ne fut pas suivie. 2 jours plus tard, Voss lui-même était en garde à vue américaine. Il avait rédigé un document prédisant sa propre capture avec une précision professionnelle et avait pourtant été capturé. La justesse de son analyse n'avait en rien modifié son destin. C'était un analyste compétent qui avait mis sa capacité d'analyse au service d'un système qui ne récompensait ni la compétence ni l'exactitude, et au bout du compte, les deux s'étaient révélés sans pertinence. Le poids probatoire de ce que produisirent les opérations de la 3e armée en avril 1990 s'étend sur 3 domaines distincts, chacun renforçant les autres dans une structure que les procureurs d'après-guerre jugèrent essentiellement irréfutable. Le premier domaine est physique. Les opérations de récupération rendues possibles par le témoignage de Voss produisirent une documentation médico-légale de 38 décès de militaires américains qui, sans cela, seraient demeurés administrativement non résolus. Des familles informaient seulement que leur fils, leur mari ou leur frère étaient portés disparus, sans la certitude que même la pire des nouvelles peut apporter. 38 séries de restes furent identifiées, traitées par le service des sépultures militaires de la 3e armée et finalement remises à la garde américaine en vue d'une éventuelle restitution. Ce n'est pas un chiffre considérable à l'échelle des pertes totales de la guerre. Pour 38 familles, c'était toute l'échelle. Le deuxième domaine est judiciaire. Les tribunaux militaires de Nuremberg, constitués en novembre 1990 et dont les travaux se poursuivirent dans des procédures ultérieures jusqu'en 1995, s'appuyèrent largement sur les fondements documentaires rassemblés par les équipes de contre-espionnage et de médecine légale de la 3e armée en avril et mai 1990. La transcription de 34 pages de Voss fut versée au dossier. Les rapports médico-légaux de Sprague furent versés au dossier. La documentation photographique ordonnée par Patton fut versée au dossier. Sur les 19 personnels SS appréhendés à partir de la liste de 31 noms fournis par Voss, 14 furent ultérieurement jugés lors de procédures devant des tribunaux militaires. 11 furent condamnés. 7 reçurent des peines comprenant de l'emprisonnement. Les 12 individus nommés restants, non appréhendés avant le 8 mai, demeurèrent l'objet de dossiers de crimes de guerre qui restèrent ouverts, dans certains cas, pendant des décennies. Le troisième domaine est institutionnel. Le général Kort, dans ses mémoires d'après-guerre publiés en Naverkilansaz et Venadi, décrivit l'interrogatoire de Voss comme l'événement de renseignement le plus déterminant de la campagne finale de la 3e armée. Non pas en raison de son impact tactique, qui était en avril Naverkilansaz Nevienhut pratiquement achevé, mais en raison de ce qu'il démontrait sur la relation entre rapidité et justice.
Koch écrivit que le délai de 30 minutes imposé par Patton était, à son sens professionnel, la différence entre une base de preuve récupérable et une base de preuve irrécupérable. Chaque jour de délai supplémentaire aurait permis une dissimulation supplémentaire. Le chronomètre avait été la méthode. La rapidité avait été l'arme. L'Obersturmführer Voss survécut à la guerre. Il fut jugé en 389 dans le cadre de procédures liées à ses activités dans la région de Thuringe. Le dossier du procès est public. Il fut condamné à 18 ans de réclusion. Il fut libéré en 378 au titre des dispositions générales de remise de peine qui touchèrent un nombre significatif de condamnations pour crimes de guerre durant la période de réintégration de l'Allemagne dans les structures politiques d'Europe occidentale. Il vécut jusqu'en 307 Vénète. On ne sait pas si ces 30 minutes dans cette salle d'interrogatoire avec Patton occupèrent une place particulière dans ses 26 années de vie ultérieures. Ce que l'on sait, c'est ce que ces 30 minutes produisirent. 38 familles reçurent des réponses. 14 poursuites judiciaires avancèrent. 7 sites d'inhumation furent cartographiés, documentés et récupérés. Et la transcription de 34 pages d'un homme qui avait gardé le silence pendant 4 heures, puis parlé pendant 2 heures et 14 minutes, entra dans le registre permanent de ce qui se passa dans le centre de l'Allemagne lors de l'hiver et du printemps Etzerkilensas-Nevenot. La vérité à contre-courant au cœur de cette histoire n'est pas une question d'intimidation. C'est une question de précision. Patton ne brisa pas Voss par la force. Il le brisa par une compréhension supérieure de ce que Voss craignait réellement, qui n'étaient pas les Américains. Patton avait identifié le vrai levier, l'avait énoncé clairement, y avait attaché une échéance et s'était effacé. La mécanique de la peur fit le reste. La leçon n'est pas militaire. Elle s'étend à toute négociation, à toute confrontation, à chaque instant où une personne a besoin de quelque chose, d'une autre personne qui a décidé de ne pas le donner. La question n'est jamais de savoir quelle pression vous êtes capable de générer. La question est de savoir si vous avez correctement identifié ce que l'autre personne ne peut pas se permettre de perdre. Patton l'avait fait. Il l'avait toujours fait. Le principe qui survit à chaque salle d'interrogatoire, chaque portail, chaque chaise en bois dans chaque bureau administratif reconverti par le cours d'une guerre, le levier appartient à celui qui voit le plus clairement ce que l'autre camp valorise et qui est prêt à le dire à voix haute. Voss avait 4 heures de silence. Patton eut besoin de 30 minutes et de la vérité.